2017, la croissance des pays du Golfe ne semble pas avoir de limite. Le recul de la pression religieuse, des investissements massifs en Occident et surtout un soft power impressionnant font de ces pays des puissances montantes sur la planète, sans compter leur influence géopolitique. Pour favoriser leur croissance et l'exploitation la plus efficace possible des réserves de pétrole, ces pays coopèrent beaucoup, notamment à travers le Conseil de coopération du Golfe. Si quelques rivalités existent, notamment entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, cela reste toutefois négligeable, tant ces pays ont un intérêt économique à coopérer. Pourtant, parmi eux, un pays les inquiète plus que les autres. Ce pays, vous l'aurez deviné, c'est le Qatar. D'une part, le Qatar affiche une proximité inhabituelle avec l'Iran. Inhabituelle par rapport aux autres pays du Golfe, qui sont plutôt au contraire très méfiants vis-à-vis de l'Iran. L'Iran est considéré comme la principale rivale de l'Arabie Saoudite. Les deux pays cherchent en effet à se positionner comme des leaders de l'islam, l'Arabie Saoudite étant sunnite et l'Iran chiite, mais surtout du Moyen-Orient de manière générale. Pourquoi le Qatar a-t-il de cordiales relations avec l'Iran? Eh bien c'est parce que les deux pays partagent l'immense champ gazier offshore North Field. Car si elles étaient en conflit, eh bien l'exploitation risquerait de ne pas être efficace. Si le Qatar a cette proximité, c'est également pour s'autonomiser de plus en plus vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, ce qui ne plaît pas à ce pays. D'autre part, le Qatar est un soutien très important des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un groupe islamiste classé comme terroriste par 7 États. Ils sont présents dans les pays du Moyen-Orient, mais également dans les pays occidentaux, comme le Royaume-Uni ou encore la France. Le problème ici, c'est que les pays du Golfe s'opposent à un groupement faisant la promotion d'un islamisme radical. On l'a vu récemment, les Émirats Arabes Unis ont voulu freiner la rentrée de leurs étudiants dans les universités britanniques à cause d'une supposée radicalisation islamiste, ce qui peut sembler assez étrange. Mais si on réfléchit à la volonté de ces pays de s'ouvrir de plus en plus au monde occidental, ce n'est pas si étrange que ça. Enfin, pour finir avec les frères musulmans, le Qatar a notamment, par l'intermédiaire de la chaîne Al Jazeera, aidé les frères musulmans à diriger la Tunisie après les printemps arabes. Les printemps arabes, c'est un mouvement de révolte qui s'est propagé dans plusieurs pays arabes au cours des années 2010. Les populations contestaient les régimes autoritaires alors en place. Ce soutien aux frères musulmans, tout comme sa proximité avec des groupes comme le Hamas, ont valu de nombreuses critiques de la part de ses voisins, mais aussi des pays occidentaux, alors sous la menace des attentats terroristes. Mais le Qatar n'a pas pris de mesures importantes. L'agence officielle du Qatar, QNA, diffuse un communiqué qui suscite la polémique. Dans celui-ci, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, dénonce une diabolisation de l'Iran, du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais. Le lendemain, Doha dénonce un faux communiqué et nie les informations. Et en effet, un mois plus tard, le 16 juillet 2017, le Washington Post va révéler, selon des sources des services secrets américains, que l'agence officielle du Qatar avait bel et bien été piratée par les services secrets des Émirats Arabes Unis. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Égypte et le Yémen annoncent la rupture de leurs relations diplomatiques avec Doha. Des bureaux d'Al Jazeera ferment à Riyad, mais surtout un embargo terrestre, maritime et aérien est mis en place contre l'Émirat. Les accusations sont lourdes. Soutien aux Houthis du Yémen, appui aux frères musulmans et plus grave encore, lien supposé avec Al-Qaïda et Daesh, responsables des attentats du 7 octobre 2001 et du 13 novembre 2015. 80%, c'est le nombre de supermarchés acheminés par voie terrestre passant par l'Arabie Saoudite. Peu de temps après l'embargo, la panique se propage très vite au sein de la population qui accourt dans les supermarchés et qui les vide en quelques heures seulement. En fin de semaine, le quartier dépose une liste de 13 mesures que le Qatar doit prendre pour que l'embargo se stoppe. On retrouve notamment l'arrêt de tout soutien aux frères musulmans, de toute relation avec l'Iran ou encore la fermeture de la chaîne Al Jazeera, qui est un média crucial pour le soft power qatari. Bon, jusqu'alors, ça sent très mauvais pour le Qatar et pour sa sécurité alimentaire. En effet, même si l'émir Tamim affirme avoir des réserves capables de durer un an, le Qatar ne possède pas d'agriculture du fait de son climat chaud et aride et importe l'entièreté de sa nourriture, qui passe par le territoire de ses voisins, et notamment l'Arabie Saoudite. En plus de ça, plusieurs responsables haut placés craignent une intervention armée sur le sol qatarien, ce qui témoigne de la tension qui règne alors. Pourtant, Doha ne cède pas à la pression, et va même tourner la situation en sa faveur. Pour sortir de cette insécurité, le Qatar va faire ce qu'il sait faire de mieux, diversifier
et renforcer sa coopération internationale. Doha va massivement importer sa nourriture depuis la Turquie et des pays occidentaux. L'une des mesures les plus impressionnantes reste l'importation de 14 000 vaches australiennes par les airs. L'émirat va également se tourner vers de nouveaux partenaires comme la Russie et la Chine avec l'achat d'armes. Plusieurs réformes vont également voir le jour pour attirer des investisseurs étrangers qui peuvent à présent détenir à 100% des entreprises sur le sol qatari. Doha va enfin renforcer sa relation avec Téhéran en mettant en place entre les deux pays un passage stratégique qui permettre à l'émir et à la population du Qatar de fuir en cas d'intervention militaire. Mais le Qatar, qui réalise alors sa vulnérabilité, va également chercher à s'autonomiser. Il quitte l'OPEP, donc l'organisation des pays exportateurs de pétrole, en 2019 pour se concentrer sur l'industrie gazière. Le Qatar, malgré son climat, va également chercher à développer sa propre agriculture avec la construction de serres climatisées. Finalement, avec la médiation du Koweït, l'Arabie Saoudite et le Qatar signent un pacte de non-agression qui clôt l'embargo en 2021 après plus de 3 ans. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet embargo? A-t-il vraiment servi à quelque chose? Le Qatar en sort-il affaibli ou au contraire grandi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Clairement, cet embargo a largement bénéficié au Qatar, qui a pu encore plus s'autonomiser vis-à-vis de l'Arabie Saoudite en renforçant sa relation avec la Turquie et avec l'Iran. Petite parenthèse d'ailleurs, mais cette proche relation entre l'Iran et le Qatar était un point d'appui au rapprochement des relations entre l'Arabie Saoudite et l'État perse en 2023. L'embargo devait affaiblir Doha. Résultat, il l'a rendu plus autonome, plus influent et il a renforcé la légitimité de l'émir. Plus tard, le Qatar accueille la Coupe du Monde avec une image de résilience renforcée. C'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage. N'hésitez surtout pas également à me mettre vos éventuelles remarques, je vous en serai très reconnaissant. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.